Bonsoir François, merci d'intervenir. Hier on a un peu discuté de votre expérience. Pouvez-nous dire un peu plus de ça? L'expérience professionnelle? Oui, de votre parcours, de votre vie professionnelle. Alors, auparavant, je vais faire une toute petite digression parce qu'en fait, en écoutant les intervenants, je pense que c'est aussi intéressant de parler un petit peu de soi et dire comment je suis arrivé. Donc, j'ai été proviseur pendant 25 ans, donc c'est quand même pas mal sur Grenoble. Et auparavant, quand même dire que j'ai eu quand même quelques échecs avant d'arriver jusque-là. Ça, j'ai pas eu trop l'occasion de vous le dire et je pense que c'est pas inintéressant. En fait, ma première vocation, c'était de devenir moniteur de ski. Parce que je suis un haut alpin. Et donc, dans le village où j'habitais, tout petit village des Hautes-Alpes, tous mes copains sont devenus moniteurs de ski, sauf moi. Parce que j'ai eu la malchance de réussir mes études. Donc, ils se sont beaucoup foutus de moi à l'époque. Parce que j'étais un peu l'intello du groupe. Je réussissais très bien à l'école. J'avais des parents, père chef d'établissement, mère professeur, qui m'ont bien formaté. J'avais donc des oreilles bien ouvertes à la maison. Donc je comprenais très bien le discours des enseignants. Et même sans travailler, j'ai réussi. Donc voilà. Et donc mon premier échec, j'ai pas été moniteur de ski. Et c'est vrai que quand j'y repense, des fois, quand on repense à sa vie, on se dit peut-être que j'aurais dû aller dans cette voie-là. J'aurais peut-être été plus heureux, je sais pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, je fais assez vite. La deuxième. On a tout un tas de questions autour du métier de proviseur. Oui, mais et là, pourquoi... c'est très bien de souligner et la deuxième chose que j'ai dit à Claire tout à l'heure, que je t'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, quand j'ai passé mon bac, j'ai tout fait pour ne pas devenir proviseur. J'ai choisi des études, j'ai fait des études de psychologie, parce que je ne voulais pas rentrer dans l'éducation nationale. Je me souviens d'avoir dit à mes parents, je ne veux pas faire comme vous. Et le hasard de la vie, je suis devenu psychologue du travail. J'ai exercé en cabinet, en entreprise. Et après, je suis devenu, d'abord, un moment, j'ai passé le concours de conseiller d'orientation psychologue. Ouais. Ensuite, je suis devenu inspecteur de l'éducation nationale, puis proviseur. Et donc, je suis devenu, je ne sais pas pourquoi, une sorte de destin qui était quelque part. Il fallait que je reproduise un peu ce qu'avaient fait mes parents, même si j'ai fait un peu tout ce qu'il ne fallait pas faire pour y arriver. D'accord. Vous l'avez vécu comme un échec, ça? Oui. Oui. Ça n'a pas été des épisodes aussi faciles qu'on le croit. Okay. Et je crois que la construction d'une vie, l'histoire d'une vie ne se fait pas jamais de manière linéaire. Et j'ai eu la chance d'avoir cette expérience sportive, parce que j'étais quand même un très bon sportif. J'espère, je crois que je ne le suis plus du tout. J'étais un bon élève. J'étais très bien aussi dans mes fonctions de psychologue du travail en entreprise, et c'est toutes ces expériences qui font que je pense que en tant que proviseur, j'avais un regard différent sur ce métier qui est quand même un métier très compliqué. Alors, qu'est-ce que sont les complexités? Vous m'avez parlé de résistance au changement. Oui. Alors, le proviseur, en fait, c'est quelqu'un qui mène une boutique. Alors moi, j'avais quand même le plaisir de mener des boutiques avec environ 1800 élèves et quelque chose comme 180 profs. Donc c'était quand même une belle partie de plaisir. Avec des équipes donc très, très compliquées, avec des professeurs souvent très... Et donc, ma problématique, c'était comment on peut faire évoluer les choses. Il y avait des choses qui semblaient évidentes, qu'il fallait faire évoluer. On analysait, on regardait, on discutait, donc on prenait des décisions. Et paf, quand on mettait ça en œuvre, on se prenait un coup de bambou. On avait au moins la moitié de la salle des profs contre soi. Donc là, on vit des échecs très forts. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on dit... Là, ça va forcément passer parce que tout le monde attend que ça. Eh bien non, ce que j'appelle la résistance au changement dans l'éducation nationale, c'est quelque chose qui existe et qui est forte et qui remet en question personnellement. Concrètement, par exemple, est-ce que vous avez un exemple en tête? Alors, j'ai un exemple et après je vais rebondir sur autre chose. Par exemple, j'avais observé que dans un des lycées où j'étais sur Grenoble, on était dans un quartier très très difficile, on avait beaucoup d'intrusions, beaucoup de gens qui venaient se balader, qui venaient même dealer dans le lycée. Donc moi j'avais dit, il faut qu'on contrôle l'entrée. Il faut qu'on ferme les portes, il faut qu'on mette un contrôle des entrées. Je rappelle que maintenant tout ça est mis en place par la région, c'est tout fait. Mais ça, il y a une douzaine d'années, c'était pas du tout dans les mœurs. Et donc on avait pris la décision de fermer le portail à toutes les heures, mettre un surveillant pour voir ce qui se passe, etc. J'ai eu droit à une grève des personnels par rapport à ça. Donc je l'ai vécu comme un échec et donc j'ai dû reporter ce projet de plus d'1 an. Et après c'est venu quasiment naturellement parce que tout le monde au bout d'un moment s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas laisser rentrer n'importe qui dans un lycée. C'est tellement complexe. Donc ça c'est un échec qui m'a marqué. Parce que c'est pas facile à gérer. Pour vous, vraiment,
ce qui a fait que, parce que finalement c'était résistance, mais est-ce que vous c'était dépendant de quelque chose que vous aviez fait ou pas fait, ou pas impliqué les bonnes personnes? J'avais essayé d'analyser la situation, j'avais essayé de comprendre ce qui dysfonctionnait, et j'avais essayé de prendre une décision qui semblait pleine de bon sens. Et je vais rebondir sur autre chose que je ne vous ai pas trop dit, parce qu'en fait, je ne savais pas trop ce qu'il fallait qu'on se dise hier. Mais une de mes principales préoccupations en tant que proviseur, c'était de faire réussir les élèves qui ne réussissaient pas, et qui étaient en situation d'échec. Et en fait, ça me rappelait un peu ma situation, parce que, par exemple, quand j'étais en conseil de classe et qu'on examine la situation des élèves, j'ai toujours été les très bons élèves, ça ne m'a jamais intéressé. Je vous dis tout de suite, ceux qui avaient 17 de moyenne ont été félicitations, on passait vite à autre chose. Par contre, on s'attardait toujours sur les élèves qui étaient en échec, en difficulté. Et j'ai retrouvé parfois des élèves, avec un miroir, je me revoyais. Des élèves, parce que moi j'étais très jeune, des élèves brillants, mais qui ne réussissaient pas. Et les professeurs, souvent, les massacrent. Ils leur disent, ils ne travaillent pas, il n'est pas intéressé. Et moi, souvent, je recevais ces élèves-là, je discutais avec eux, j'essayais de comprendre. Et mon plus gros challenge, c'était de les faire réussir. Ça, c'est quelque chose qui m'a semblé extrêmement important. Je ne sais pas si ça vous éclaire. Si. J'avais pas vu le sujet, mais du coup, après, vous vous preniez comment pour le faire réussir, ou là aussi vous avez des exemples concrets ou quelque chose qui vous a marqué particulièrement, ou des échecs et des réussites? Oui. Aussi. Alors, c'est toujours gênant un petit peu de parler de soi, parce que moi je dirais que ma carrière elle s'est plutôt bien déroulée, j'ai pas eu de gros soucis, mais si, quand on y réfléchit, on a une série d'échecs. Par contre, encore une fois, je vais revenir sur les élèves, parce que la situation d'un apprenant qui ne réussit pas, qui n'a pas les bons codes du système, et qui n'est pas entraîné, qui n'est pas engagé dans la réussite, c'est quelque chose qui interpelle. Et c'était mon devoir, et j'étais souvent en désaccord là. Je me souviens par exemple avoir pris une décision de passage pour un élève dans la classe supérieure, alors tout le conseil s'est opposé à moi. Mais il ne va jamais réussir. C'est pas possible, il a que 8 de moyenne, etc. Je dis, mais non, les fondamentaux sont là. Ça peut-être mon expérience passée de psychologue qui me permet de voir un petit peu ça. Je dis, non, il va réussir. Les notes, c'est pas important. Et ça, c'est quelque chose. Donc là, je prenais des risques. J'ai eu là-dessus aussi quelques échecs. Des élèves, je pensais qu'ils allaient réussir, ils se sont plantés. Mais très majoritairement, le fait de faire confiance à quelqu'un et de lui faire savoir aussi. Dire, tu sais, je mouille ma chemise pour toi. Ça, c'est quelque chose qui était important pour moi et qui a bien marché. Et ça m'arrive régulièrement, quand je circule dans Grenoble, de croiser des anciens élèves qui me disent « Oh, vous ne pouvez pas savoir comme vous m'avez dit à un moment ou à un autre dans ma vie, un mot-clé m'avait dit « Toi, tu peux réussir. » Et ce que vous m'avez dit, ça m'a aidé à réussir. Pardon? Le cancre, pardon. Et du coup, en quoi, par exemple, votre formation a pu vous permettre de prendre ce type de risque, ou de savoir que... Très sincèrement, pour être proviseur, je pense que la formation de psychologue du travail, donc l'analyse des situations de travail, comprendre le problème du changement, comprendre toutes ces situations professionnelles qu'il faut analyser, etc., c'est ce que l'on fait au quotidien. Un chef d'établissement, un proviseur, est avant tout un gestionnaire de ressources humaines. Quand on gère à peu près 200 adultes, on s'occupe a priori plutôt au quotidien des adultes que des élèves. On a d'autres personnes pour s'occuper des élèves. Donc accompagner des enseignants, les faire réussir, les faire évoluer, ça c'est ma formation passée. Quelqu'un qui a été prof de maths auparavant ou prof de français, je dirais qu'il est beaucoup moins préparé à devenir proviseur. Il faut qu'il joue sur des compétences personnelles, il faut qu'il développe des compétences qu'il n'a pas forcément. Et ça, c'est une chose importante. Ok, d'accord. Si vous avez une sorte de leçon, ou votre réflexion vous a amené en quoi? C'est quoi les leçons que vous avez retirées, ou par rapport à comment c'est organisé, par exemple, c'est votre métier aujourd'hui, ou aujourd'hui, je ne travaille plus, je suis maintenant à la retraite. Mais je donne encore des conseils aux chefs, parce que j'interviens encore comme expert auprès des chefs d'établissement en difficulté. Le rectorat me confie des missions. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que je vais parfois donc, dans des établissements quand il y a des situations très difficiles. Et je vais, avec le chef d'établissement, essayer d'analyser avec lui pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça réussisse. Donc, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. D'accord. Et en quoi, par exemple, les situations que vous avez pu vivre, les échecs que vous avez pu vivre, les résistances au changement que vous avez pu vivre,
vont vous aider aujourd'hui dans votre rôle de conseil ou vous ont aidé dans votre ce qui est sûr, c'est que l'apprentissage, les choses doivent évoluer dans la vie. On ne peut pas rester, les choses doivent évoluer. Et mon message, c'est de donner aux gens les possibilités de croire que il faut savoir prendre un risque. Il y a un moment ou un autre, il faut peser le pour et le contre, mais il faut savoir s'engager, même si on a des vents contraires qui soufflent autour de vous. Et ça, c'est peut-être cette idée d'aller de l'avant, même si on sait qu'on va... Tout changement, on passe par une situation, comment dire, instable. Et cette instabilité, cette difficulté à avancer, fait qu'un certain nombre de gens reculent. Ils disent non, je ne prends pas de risque, c'est trop compliqué. Eh bien non, il faut avancer. Et il ne faut pas trop regarder dans les rétroviseurs, il faut aller de l'avant. Et même s'il y a des périodes de turbulence, comme dans un avion, il faut continuer à avancer. Et si on a fait les bons choix, bien sûr, parce que si on a fait les mauvais choix, on va se planter. De toute façon, on se plantera. Et si on a fait les bons choix, et même si on pense que c'est difficile, il faut avancer. D'accord. Ça serait bien aussi de votre différentes remises en question. Enfin, c'était toujours comme ça pour vous, c'est toujours évident cette prise de risque ou ça a évolué aussi avec le temps? Non, moi j'ai toujours dans ma vie pris des risques. Peut-être un peu moins maintenant parce qu'on se calme avec l'âge, heureusement. Mais dans d'autres domaines, je me suis lancé dans pas mal de choses. Je fais beaucoup de bricolage, je restaure des vieilles voitures. Quand je démarre la restauration de voitures, j'y connais rien. Et j'ai tout appris sur le tas, et j'ai pris des risques, et ça marche en plus. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais là j'ai eu des échecs. Ok, ça sera l'occasion d'en faire notre icône peut-être. Un mot pour la fin sur du coup... Alors sur le mot de la fin, je dirais que ma plus grande fierté, c'est de croiser ou de voir des gens que j'ai pu aider à réussir alors que c'était pas parti pour. Et que ces gens-là, quand je les recroise, je discute avec eux, ils me disent, il y a eu à un moment, vous m'avez fait confiance, vous m'avez dit les mots qui m'ont permis de progresser. Et ça, dans la vie, je crois qu'il y a des moments où si on peut avoir la chance, on a la chance d'avoir quelques conseils, quelques guidages, et qu'on sache les faire passer aussi, parce qu'il ne suffit pas de les dire. Parce que les gamins, en général, les conseils, ils n'écoutent pas. Et il y a toute cette manière d'être à l'écoute et de les faire passer. Si ça marche, tant mieux. Petite question de la salle, quelqu'un qui Madame a de curiosité. Allez-y. Moi j'ai une question. Vous avez dit, voilà, j'ai des jeunes à qui je leur ai fait confiance et puis ils ont réussi, puis d'autres n'ont pas réussi. Si vous étiez dans la situation où vous-même, on vous a fait confiance et puis après on vous dit, j'ai eu le tort de te faire confiance. Comment vous vivez cette situation? Si quelqu'un me disait qu'il a eu tort de me faire confiance, c'est parce que j'ai fonctionné par rapport à ce que l'autre avait prévu, j'ai pas fonctionné dans le sens de ce qu'il avait prévu. Donc un jeune à qui j'aurais fait confiance et qui... On dit jamais ça, pardon, grosso modo, c'est pas très bien de faire ça, mais n'empêche que ça arrive. Oui, allez-y. Et comment vous vivriez ça en termes, c'est un échec pour vous ou c'est Non, ça fait partie des choses de la vie. On peut pas réussir dans tous les domaines. On tente des choses. C'est un échec ou c'est un désaccord? Plutôt un désaccord qu'un échec. Je le prendrais plutôt comme ça que comme un échec. Et donc pour les jeunes, c'est peut-être aussi un désaccord. Non mais je sais pas ce que c'est ça. Le problème là, c'est qu'on téléguide quelque chose avec quelqu'un dont on ne maîtrise pas la manière dont il va fonctionner. Donc l'échec serait si c'était moi qui le manipulais, si je le tenais à bout de bras, ce serait un échec s'il n'y arrivait pas. Mais il y a un moment, on ne le voit pas pendant un certain temps, il vit sa vie, il ne la vit pas de la manière dont on aurait souhaité. Donc c'est un désaccord plutôt qu'un échec. C'est comme ça que je me permets de réagir. Merci encore une fois. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça a été.